Bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à ce webinaire. Aujourd'hui, c'est le premier webinaire d'OPO qu'on lance pour aider les industriels sur la problématique opérationnelle pendant la crise. Le premier webinaire à court terme, comment sécuriser ses approvisionnements en période de crise. Moi, je suis Grégory Richat, je suis associé chez OPO et j'aurai le plaisir ce webinaire avec Michael Valentin. Bonjour à tous. Donc, sans plus tarder, je vous propose de démarrer. Alors, tout d'abord, en introduction, les webinaires d'OPO, c'est un format qu'on vous propose de faire en mode hebdomadaire. Donc, tous les mercredis de 10h à 11h. Donc, vous les avez en bleu. On a déjà 6 sujets qu'on a positionné en lien avec les différentes enquêtes, échanges qu'on a avec les industriels sur les problématiques qui leur sont importantes dans ces périodes difficiles. Et ça complète un autre format qu'on a déjà l'année dernière et qu'on refera au moins le début du mois de mai. Et pourquoi pas, si ça marche et si c'est toujours intéressant, on pourra le refaire encore sur les mois suivants, qui sont les Demo Days, où cette fois, on a plutôt des témoignages d'industriels, une enquête qu'on compile, nous, sur les problématiques des industriels et une présentation de start-up. Donc voilà, donc des Demo Days où on est plutôt en mode conférence et on fait témoigner des industriels, et en jaune et en bleu, des webinaires plutôt en mode formation où on vient vous présenter un peu des bonnes pratiques ou des pistes pour pouvoir avancer sur différents types de sujets. Donc, le principe des webinaires, on a le plaisir de passer la prochaine heure ensemble. On aura environ 40 minutes de présentation et une vingtaine de minutes pour des questions. Voilà, si vous avez quelques questions, on pourra peut-être les poser au fil de l'eau par l'intermédiaire de Mickaël, qui pourra, via le chat à droite, relayer les différentes questions que vous pourriez avoir. Voilà. En préambule, l'approche qu'on va vous montrer sur la sécurisation des approvisionnements, on l'a voulu un peu de bout en bout, quoi. C'est-à-dire qu'on a essayé de vous donner une approche globale qui va de tout est chamboulé à l'instant T jusqu'à vous allez vers une supply chain étendue. Donc, ça couvre un champ large de pratiques, sachant qu'on aurait pu passer 3 ou 4 heures sur ce webinaire. Donc, l'idée, c'est de vous montrer les principales étapes, les principaux outils, vraiment les points très saillants qui sont importants à avoir en tête. Et le deuxième point, c'est qu'on a voulu aussi ce webinaire accessible à des PME, des ETI et aussi des groupes. Donc, ça veut dire qu'en termes d'exemples ou d'applications, on a essayé de dégager ce qui peut s'appliquer de partout. Voilà, ce qui fait que si vous avez des problématiques plus spécifiques ou besoin d'avoir des illustrations plus liées à votre activité, soit vous pouvez poser la question et on tentera d'y répondre dans ce webinaire, soit revenir vers nous par mail, par téléphone, et on sera ravis de pouvoir poursuivre les échanges au-delà de ce webinaire si ça peut éventuellement vous aider. Voilà pour le préambule. Donc, on vous propose 3 temps pour ce webinaire. Le premier, ça va être de poser le sujet. Donc, quel est le contexte et quels sont les enjeux de la crise logistique qu'on vit actuellement en France et partout dans le monde. Quels sont les leviers à court terme et à moyen terme, et enfin, quels sont les 4 ou 5 facteurs clés de succès qu'il faut essayer de bien avoir en tête pour naviguer dans cette période assez compliquée. Donc, sur le contexte et enjeu, donc en fait, il y a une crise aujourd'hui logistique qui se répercute tout au long de la supply chain actuelle. Donc, c'est ce qu'on a représenté juste en dessous du titre. On peut voir que des fournisseurs aux industriels au marché, en passant par les chaînes logistiques amont, aval et de distribution, toute la supply chain est impactée aujourd'hui. Côté fournisseurs, il y a des fournisseurs qui n'arrivent pas à suivre parce que les usines sont confinées au ralenti, voire les fournisseurs sont eux-mêmes en rupture d'approvisionnement de leurs propres fournisseurs. Il y a des difficultés sur les chaînes logistiques et en amont parce que les chaînes logistiques sont tendues, voire rompues aujourd'hui. Il y a des pays qui sont inaccessibles, il y a des barrières à la frontière, il y a des transporteurs qui sont aussi en sous-capacité. Donc ça, c'est un témoignage de transporteur qui disait qu'il y a une vraie bataille pour obtenir des espaces sur les avions et sur les cargos.
Voilà. Et en supply chain plutôt aval sur la distribution, il y a carrément des réseaux qui sont fermés aujourd'hui. On peut penser au luxe, par exemple. Donc, même si vous pouvez produire, il y a des débouchés qui ne sont pas accessibles aujourd'hui. Et il y a aussi une tension sur les chaînes aval, comme vous pouvez voir sur les chaînes amont. Côté marché, il y a une demande qui évolue fortement. Ça peut être en mix, c'est-à-dire qu'il y a des filières B2B aujourd'hui qui sont bouchées et qui peuvent demander une réorientation vers du B2C. Il y a des arrêts de chantier, par exemple, dans la construction. Il y a une forte baisse de la consommation dans pas mal de domaines. Voilà, donc ça peut aussi jouer sur les volumes, du coup. Donc, voilà, il peut y avoir des baisses, mais aussi il y a certains secteurs qui sont en hausse. Donc, paradoxalement, il y a aussi des usines en France qui sont submergées. Ça peut être sur de l'emballage à l'époque où la Chine ne pouvait pas livrer ses emballages et nous, on continue à produire. Ça peut être sur des médicaments. Donc, il y a des contrastes en termes très forts en termes de production. Et côté industriel au centre, chaque industriel aujourd'hui qui a des problématiques d'appro et des débouchés peut aussi avoir des problématiques de capacité de production interne qui sont dégradées à court terme parce qu'il y a des effectifs réduits liés au confinement, parce qu'il y a des règles sanitaires qui font qu'on est moins productif et qu'on n'a pas les capacités de production qu'on pourrait souhaiter. Voilà. Et des capacités qui ne sont pas forcément adaptées à la nouvelle demande en termes de mix produit ou même parfois de savoir-faire si des clients réorientent une demande vers d'autres besoins auxquels l'industrie ne pourrait pas répondre. Donc tout le monde est impacté, chacun à son niveau, et tout joue à cette crise logistique. On a essayé de retenir quelques chiffres clés de toute cette situation-là. C'est un tiers du commerce mondial qui chute, ce qui est énorme. Une baisse de l'activité industrielle en France de 45%, ça c'est les dernières données de l'INSEE qui sont disponibles, et 8 millions de personnes au chômage partiel en France. Donc une situation à la fois, à l'arrêt qui traduit à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande. Alors, cette crise, elle intervient dans un contexte où les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, n'étaient pas forcément préparées. Donc là, on a ressorti une étude d'analyse de la vulnérabilité des approvisionnements en matières premières des entreprises françaises qui a été faite en 2019 auprès de 12 filières et auprès de PME pour 36%, ETI et groupes pour 13%. Donc, c'est censé représenter plusieurs secteurs et plusieurs tailles de boîtes. Qu'est-ce qui a été ressorti comme point saillant en fait, de cette étude? Le premier à gauche, c'est que les industriels aujourd'hui, avant Corona et du coup aujourd'hui, étaient peu agiles en cas de rupture. Donc, on voit qu'en termes de degré de préparation face à des ruptures d'appro, il y a plus de 23% des répondants qui étaient dépendants à plus de 50% d'un seul fournisseur, une faible connaissance de la chaîne d'approvisionnement. Seulement 18% des répondants connaissaient leur chaîne d'approvisionnement, donc au-delà du rang 1, mais c'est rang 2, rang 3, etc. Et capacité à substituer ces matières critiques en moins d'un an, il y a seulement la moitié qui était capable de le faire. Donc une agilité, une méconnaissance et une agilité faible pour pouvoir réagir à une rupture. Et le deuxième point, à droite, c'est que le sujet n'était pas du tout anticipé. Quand on regarde les principales préoccupations sur les approvisionnements que les industriels remontaient il y a 2 ans, on a le faible nombre de fournisseurs, les risques géopolitiques tarifaires, l'énergie, la volatilité des coûts et des prix, mais absolument pas des effets liés à la pandémie ou de crise logistique globale, quoi. Donc une impréparation. Et on avait le témoignage d'un industriel la semaine dernière qui disait que la ligne pandémie, on l'avait dans les risques, mais franchement, on n'y croyait pas. Voilà. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, et c'est vrai que et en termes de mode de travail dans l'usine, dans des conditions sanitaires très particulières, et en termes de préparation des chaînes logistiques et amont et aval, il y a une impréparation globale sur des entreprises françaises sur ces sujets-là. Le deuxième point qu'on retire en termes de contexte, c'est le dernier point qu'on va aborder dans cette partie, c'est que les PME en particulier, en plus d'être impréparés côté approvisionnement, sont aussi fragiles en termes de pratiques logistiques. Donc là, c'est un benchmark qui est issu de 70 diagnostics qu'on a réalisés au PO en 2019 dans plusieurs secteurs. Et on peut voir, quand on regarde en fait les pratiques ou les maturités industrielles sur les pratiques d'excellence opérationnelle, donc on peut parler de flux et logistique, c'est le point bleu foncé, et les pratiques opérationnelles qui sont les standards, être sûr de bien exécuter dans l'atelier avec moins de gaspillage possible, ça c'est en bleu clair, et les pratiques de management en rose qui sont la résolution de problèmes, le pilotage de performance, la présence terrain, etc.
On a sur un axe l'enjeu, donc c'est la perception de l'importance de ces sujets-là par les PME. Donc on voit que les flux et la logistique, la planification sont des sujets parmi les plus importants. Par contre, quand on regarde la maturité qui est, elle, diagnostiquée par OPO, on est sur au mieux, on est moyen, mais on est plutôt sur globalement sur des maturités qui sont assez faibles. Donc ça veut dire qu'on a de la planification qui est défaillante. Donc il y a peu d'exercices de projection d'une charge capacité sur 2-3 mois pour anticiper et faire des ajustements, soit en charge, soit en capacité, adaptation des horaires, etc. Il y a un flux et un pilotage qui est peu défini, c'est-à-dire que les moyens goulot dans l'entreprise ne sont pas tout le temps identifiés, ils ne sont pas tout le temps protégés, c'est-à-dire qu'on a des moyens goulot qui devraient tourner tout le temps et qui ne tournent pas parce qu'il y a des pieds de machine où il n'y a pas de pièces. Et les règles en fait, de planification dans l'atelier ne sont pas forcément planifiées, sont pas forcément comprises ou appliquées ou même définies pour les équipes. Et en termes de suivi d'exécution, il n'y a pas souvent aussi les indicateurs sur une machine goulot, par exemple, de savoir la suivre en mode continu parce qu'elle ne doit jamais s'arrêter et de comprendre tous les écarts de ces machines-là. On ne le voit pas forcément déployé. Et on peut aussi voir des OF qui traînent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans les ateliers. Donc, il y a une stagnation non plus des OF qui n'est pas pilotée. Donc, en fait, quand un OF rentre, on ne sait pas trop quand il sort. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit assez fréquemment. Voilà, donc en termes d'exemple d'action, on y reviendra, mais il y a des sujets autour de l'architecture des flux pour vraiment concentrer les efforts de planif sur les moyens qui sont non capacitaires, donc goulot. Structurer tout ce qui est outils et processus rituels autour de PIC, PDP, ordonnancement, et de vraiment renforcer la concertation entre les différents services, notamment logistique et production, pour que ce soit moins la guerre et un vrai travail collaboratif entre ces deux services, typiquement. Un travail sur les stocks, les approvisionnements, pour bien les intégrer dans la planification, à éviter d'avoir des ruptures ou des manquants. Et la bonne exécution au quotidien et à la semaine de ce système-là, avec notamment tout ce qui est taux d'adhérence au planning ou le taux de service, qui paraît, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans les PME. Donc voilà, donc une crise très forte et des entreprises de toute taille pas forcément préparées à ça, qui viennent amplifier en fait l'effet de la crise aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Mickaël pourra les relayer soit au fil de l'eau, soit à la fin, selon les questions. Voilà, donc par rapport à cette situation, on a essayé de vous proposer des leviers en étant le plus didactique et le plus simple possible, même si, voilà, quand on parle d'approvisionnement, c'est un sujet qui est vaste et complexe et qui dépend de beaucoup de paramètres. Nous, notre conviction, c'est que pour passer la crise dans un premier temps et dans un deuxième temps, pour développer une résilience dans le futur, il faut passer par 4 étapes. La première étape, c'est l'étape 0, qui est la barre en bas, qui est de d'abord comprendre son architecture des flux et son évolution. Donc on y reviendra, mais il y a un marché qui change, vous avez des fournisseurs qui marchaient bien, qui ne marchent plus, des moyens qui marchaient bien, mais qui ne marchent plus forcément. Donc, il y a toute une évolution de votre environnement qui fait que la façon dont vous construisez vos lignes de production, décidez de vos stocks, décidez de votre stratégie fournisseur, etc., tous ces sujets-là, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'est-ce qui change pour pouvoir se redéfinir et prendre les bonnes décisions et bons paramètres pour pouvoir produire et à court terme, à moyen terme. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, une fois que vous avez compris ce nouvel environnement et que vous avez repensé votre architecture globale des flux, il y a 3 étapes. La première, c'est d'abord déjà d'adresser les vulnérabilités dans les approvisionnements, parce que ça ne sert à rien de tenter de produire si vous n'avez pas les pièces à l'entrée de l'usine. Donc, il faut d'abord sécuriser vos fournisseurs que vous avez développés, etc., et repasser dans un mode où vous avez sécurisé l'amont. Le deuxième point, c'est une fois que l'amont, vous le sécurisez, il faut travailler les pratiques de planification. Donc, on le verra, mais c'est maîtriser la prise en compte de la demande, la bonne planification et pour vos fournisseurs et pour votre outil de production. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous revenez dans un mode à peu près classique où vous avez votre planning, vos fournisseurs qui vous livrent, vous arrivez à livrer vos clients. Et nous, on a la conviction que ce qui se passe en ce moment, c'est une occasion d'accélérer en fait le passage à une supply chain étendue. Donc, c'est l'étape 3, à savoir passer dans un mode très collaboratif, très ouvert, avec certains clients et certains fournisseurs que vous choisissez et qui vous permettront aussi
déjà que vous allez construire pendant cette période-là, parce que forcément, avec la difficulté, ça va vous faire vous rapprocher de certains clients et de certains fournisseurs, mais en fait, de transformer l'essai et d'inscrire ça dans une supply chain et des pratiques plus étendues pour la suite, qui fait que demain, si, alors, personne ne le souhaite, mais s'il y a des crises de ce type-là, ou même un peu moins, en tout cas, si c'est probable qu'il y aura encore des crises dans les prochaines années qui ne sont peut-être pas du même sort, mais qui mettront à mal les différentes supply chains, vous aurez en fait un écosystème qui sera plus résilient à ce type de problématique. Voilà les 4 étapes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de rentrer, on a 2-3 pages en fait, par étape pour expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. On commence par l'architecture. Donc, déjà, l'architecture des flux, c'est quoi? On a essayé de le résumer en une phrase et puis d'essayer de schématiser en dessous ce que ça représente. En fait, l'architecture des flux, c'est un ensemble de paramètres que vous décidez en tant qu'industriel et dont l'objectif, en fait, est d'assurer la cohérence entre le profil de la demande d'un côté et la capacité d'ensemble de production de l'autre côté. Donc, quand on parle du profil de la demande, c'est ce qu'on voit en dessous. Alors, il y a les classiques, le profil de la demande, c'est un mix produit. Donc, c'est le type de ref, ça peut être que vous devez produire. C'est des marchés. Si c'est des marchés US, Europe, Asie, ça fait aussi partie. Pour une même référence, on n'a pas forcément derrière la même architecture de production. C'est aussi des volumes. Vous avez des volumes qui peuvent être des petites séries comme des grandes séries, ou ça peut être de la machine spéciale. Donc, ça peut être large variété de types de volumes. Et ça peut être une variabilité. Donc, ça peut être une saisonnalité ou une forte récurrence qui vous emmènera à avoir des politiques de stock ou un cadencement, par exemple, qui pourrait être particulier. Il y a d'autres aussi facteurs qui sont hyper structurants en fait quand on vient réfléchir à ces flux. C'est la réactivité. C'est-à-dire d'analyser entre quels sont les délais commerciaux attendus par vos clients versus vos cycles de production. Donc, typiquement, si vous avez des délais commerciaux d'1 mois, alors que pour vous, il vous faut 3 mois pour produire, ça pose la question de mettre des stocks de découplage et d'être capable de pouvoir répondre en 1 mois en ayant déjà pris de l'avance de production sur des points pertinents de découplage de production. Donc, la réactivité est clé. Et passer d'un temps de traversée ou d'un lead time de 3 mois à 1 mois, par exemple, pour gagner en compétitivité, ça demande de travailler sur l'ensemble de vos flux. Un dernier, bon, après, il y en a d'autres. Il y a tout ce qui peut être qualité. Par exemple, ou réglementaire. Enfin, voilà, donc selon le niveau de qualité ou autre, ça peut impacter sur vos flux. Réglementaire ou sur des normes, par exemple, produire du bio dans l'agroalimentaire pour les États-Unis et pour l'Europe, ce n'est pas les mêmes normes, donc ce n'est pas les mêmes filières. Et pour autant, c'est peut-être le même produit avec la même marque, quoi. Donc, tout ça va jouer aussi sur vos flux de production. Donc, tous ces éléments-là, c'est à intégrer et ça permet de segmenter des familles de produits qui est au centre. Donc, ce qu'on appelle les familles de produits, ça va être autour de macrogammes. Et ça peut être des macrogammes par rapport à des références. Enfin, on peut avoir différentes macrogammes. On peut avoir pour une même macrogamme des high runners et des low runners. On peut avoir ce que j'ai dit sur des références qui sont bio versus des références classiques. Une segmentation qui peut se faire aussi par rapport à des délais. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'exemple d'une entreprise qui confectionne des chemises. Pour le même type de chemise, on peut avoir un service qui est de livrer la chemise en 4 semaines sur la chemise spéciale, en fait. Et on peut aussi proposer un délai express d'1 semaine. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on fait tout passer par la même ligne ou est-ce qu'on a une ligne express et une ligne plutôt avec un délai standard et on sépare physiquement les deux lignes. Donc ces éléments-là permettent de segmenter les familles et de réfléchir ensuite aux paramètres de production. On peut résumer en 4 grands types de paramètres. Le premier, c'est l'organisation des flux physiques. C'est le plus évident, mais comment on organise la production en îlot, en mise en ligne, combien on dimensionne de lignes de production, quelles sont les tailles de lot, etc. Le deuxième, c'est le mode de filtrage de la demande. Donc, est-ce que vous allez produire sur des prévisions ou à la commande? Donc, ça va dépendre complètement du profil de votre demande. Est-ce que vous allez lisser ou non? Donc, cadencer, par exemple, sur des moyens médicaux, une PME avec qui on a travaillé, qui a des commandes qui sont surtout le 3e mois de chaque trimestre. Mais au début, ils ne produisaient pas grand-chose pendant 1 ou 2 mois, puis après, c'était à la bourre pendant le dernier mois du trimestre. Ils sont passés à une demande qui était cadencée, donc ils ont lissé la charge du 3e mois de chaque trimestre sur l'ensemble des 3 mois, et ils ont une demande maintenant qui est tous les mois la même, qui est cadencée.
Voilà. Et donc, il y a une stratégie aussi de production. Est-ce que vous produisez sur stock ou est-ce que donc make to stock ou make to order en fonction de vos marchés, de vos contraintes. Il y a le troisième point, c'est autour de la stratégie des stocks. Donc, quel choix vous prenez de stock de découplage? Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour réduire des délais, c'est comment vous produisez par anticipation une partie des sous-composants qui peuvent être génériques ou communs à différents types de produits. Et une fois que vous avez la commande du produit, c'est là que vous assemblez en mode retardé pour avoir un point de commande qui permet de livrer plus vite sur des éléments déjà sur des semi-finis. Ça peut être aussi les stocks normatifs par rapport à des variabilités de qualité ou de problématiques de fournisseurs que vous pouvez avoir, des stocks stratégiques par rapport à des approches commerciales. Donc, par exemple, surstocker de la matière un peu clé qui fait que quand vous avez une offre, c'est vous qui pouvez l'avoir. Ou surstocker quelques pièces stratégiques, ou si vous savez que vous les avez très vite, vous pouvez gagner des marchés en produits finis. Et enfin, la localisation des stocks sur la distribution. Donc, où est-ce que vous décidez de localiser vos stocks, sur quel marché, et comment en dynamique vous réattribuez ces stocks-là en fonction de la demande. Donc, ça, c'est la stratégie des stocks. Et le dernier, enfin, c'est des choix qu'il faut faire, c'est la segmentation et les moyens de pilotage des différents postes de charge. En fait, on y reviendra tout à l'heure, mais quand vous regardez vos moyens de production, vous avez des moyens de production qui sont dominants ou goulots, c'est-à-dire que c'est des moyens qui sont souvent en sous-capacité ou qui sont très chargés et avec une capacité de délestage pas simple. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en surcharge, vous n'avez pas de solution simple à 1 ou 2 mois pour délester. Donc, ça, c'est des moyens qui sont dominants et souvent, c'est des moyens qui sont en flux tiré et très protégés pour être sûr, et avec une planification très fine pour être sûr d'optimiser au maximum et d'utiliser au maximum leur capacité de production. Voilà, par opposition à des postes qu'on appelle transparents. Donc, c'est des postes qui sont très capacitaires et qui sont simples. Donc, ça veut dire que même s'il y a ponctuellement une surcharge, parce qu'il y a une polyvalence simple sur ces postes-là, donc sur des postes de contrôle, parfois c'est possible, ou parce qu'il y a un réseau de fournisseurs proche, pas cher et très flexible, on peut délester facilement. Donc, c'est des postes qui sont transparents dans le flux, donc normalement, on ne doit jamais se mettre en retard à cause de ces postes-là. Donc, la segmentation de ces postes-là et le pilotage de ces postes-là par leurs contraintes fait partie aussi de l'architecture des flux et de comment vous décidez de paramétrer votre système de production. Voilà, c'est une page un peu théorique, mais c'est une page importante qui permet de voir tous les choix et de ne pas oublier et de structurer les choix que vous pouvez faire par rapport à une demande. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, on a vu en intro, mais la variation brutale de la demande et la défaillance de fournisseurs clés, elle met à mal vos architectures de flux qui sont aujourd'hui établies. Donc, on a représenté une macro-cartographie des flux illustrative sur la page, où vous avez à droite les clients, représentés par la petite planète, qui vous passent des commandes. Ça passe par un système de planification avec souvent un ERP, et qui va générer deux choses: des approvisionnements auprès de fournisseurs qui, eux, vont être parfois défaillants, sachant que la demande a elle aussi a été modifiée. Voilà, ça, c'est la première chose qui part comme un type d'information. La deuxième information qui part, c'est une séquence de fabrication qui va en production. Sachant que vous allez dans une usine où il y a un confinement, où vous avez déjà un moyen qui peut être dominant, par exemple, de l'usinage en début de flux. Donc, sur l'usinage, si c'est un moyen qui est très dominant, vous assurez qu'il y a toujours un pied de machine qui est couvert pour éviter que l'usineur il se retrouve, tiens, j'ai fini d'usiner, j'ai plus de pièces, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher ma pièce. Et là, on a perdu 2 heures de prod. Donc, on s'assure d'avoir avec la boucle des flux tirés et puis le PEN qui définit qu'en fait, on a un stock, on vient un pied de machine qu'on vient sécuriser. On s'assure que ça tourne tout le temps. Et derrière, sur les flux transparents, on peut être en flux poussé et on s'assure juste de la stagnation pour qu'il n'y ait pas des pièces qui traînent pendant des semaines et que du coup, on ne livre pas le client à l'heure. Donc, vous avez le schéma un peu d'un flux classique qui aujourd'hui est impacté par du confinement, défaillance fournisseur et une modification de la demande. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? La première étape, c'est déjà pour redresser son système, c'est d'établir sa nouvelle cartographie des flux en intégrant l'ensemble des évolutions. Donc, ce que provoque la problématique de demande de fournisseurs et de confinement, c'est les petits stickers en rouge, à savoir une incertitude sur les commandes et voir une baisse ou une augmentation forte des commandes et dans un domaine où en fait on a peu de visibilité. Donc les entreprises qui arrivent à se dire c'est bon, mon carnet de commandes est clair à 1, 2, 3 mois, elles sont très très rares aujourd'hui. On a du coup un horizon de planification qui est très raccourci, des plannings qui sont instables et pour les fournisseurs et pour la production.
Les défaillances fournisseurs provoquent des ruptures de stock en entrée d'usine. Sur les dominants, vous avez soit la baisse de productivité parce que il y a des problèmes de règles sanitaires qui fait que vous ne pouvez plus produire comme avant, ou à l'inverse, vous pouvez avoir des problèmes de surcharge, comme sur de l'emballage, où la demande explose et vous n'avez pas les moyens de le faire. Et vous avez peut-être aussi des nouveaux goulots qui apparaissent, donc un transparent qui devient un nouveau goulot parce que telle personne, en fait, a posé un arrêt parce qu'elle a ses enfants, avec il ou elle a ses enfants et que du coup, il ne peut plus être à l'usine, sauf que c'était une des seules personnes qui avait la compétence. Et du coup, au lieu d'avoir 7 heures de production par jour, il n'y a plus qu'un mi-temps ou un tiers-temps. Et du coup, un nouveau poste peut devenir goulot. Donc, votre architecture des flux est impactée. Du coup, il faut refaire la nouvelle situation. Donc, quelle est votre nouvelle demande? Quels sont vos nouveaux fournisseurs? Donc, ça, c'est en rouge. Et vous dire, ce moyen qui était transparent, le troisième à droite dans l'usine, il devient dominant, sauf qu'aujourd'hui, j'ai un flux poussé. Donc, je ne suis pas sûr de bien l'alimenter, de bien le piloter, parce que quand la personne elle vient, en fait, il n'y a pas de pièce. Et du coup, elle est venue pour rien, quoi. Donc, et la demande fournisseur et capacité, c'est ça qui fait votre nouvelle situation. Et il y a 3 choses du coup qu'il faut faire et qu'on va détailler après. Donc, je vous réexplique un peu les 3 leviers. Le premier, c'est refondre sa stratégie d'approvisionnement. Donc, en haut à gauche, c'est vos fournisseurs, en fonction de la nouvelle demande, c'est de les compléter ou de les renforcer ou de les développer. On verra les différents leviers. Ça, c'est le 1. En 2, il y a renforcer ses pratiques logistiques. Donc, c'est comment on s'adapte en termes de mode de planification à cette nouvelle demande. Comment on vient aussi faire les nouvelles séquences de fabrication qui vont alimenter le nouveau dominant et passer d'un flux poussé tiré à un flux poussé dans l'atelier sur ce dominant-là à un flux tiré pour pouvoir protéger ce dominant. Donc, il faut aussi changer dans l'atelier la façon dont on pilote ce nouveau moyen dominant. Il ne faut pas le laisser pas sous contrôle trop longtemps, sinon on ne pourra pas livrer à l'heure ce qui aurait été retransmis dans l'atelier. Et en 3, il y a développer une résilience par la supply chain étendue. Donc, c'est ce qu'on a représenté avec le cadre en plus qu'on n'avait pas tout à l'heure, avec des nouveaux fournisseurs et des nouveaux clients qui sont rapprochés et qui sont beaucoup plus intégrés à l'industriel et par la planification, et on verra aussi par la qualité et par potentiellement du co-développement. Donc, il y a la création d'un écosystème beaucoup plus proche sur certains clients, certains fournisseurs qui sont stratégiques, qui représentent l'avenir ou déjà le présent et l'avenir pour vous, et sur lesquels vous pouvez développer des pratiques beaucoup plus développées avec eux. Donc, c'est ces éléments-là qui vont… Donc, l'architecture des flux va alimenter tous ces 3 leviers-là. Alors, ce travail, c'est un point qui est aussi dont pas mal d'industriels témoignent et citent ça comme bonne pratique. Ce travail d'analyse de votre environnement et de comprendre qu'est-ce que vous devez produire, comment vous devez le produire, c'est intéressant de le faire à court terme et à moyen terme. Alors, à court terme, ça va être sur, par exemple, 2-3 semaines. Et en récurrent toutes les semaines, tous les jours, c'est une approche très pragmatique et de sécurisation de l'activité. Donc là, avant de se dire qu'est-ce qu'on va vendre dans 6 mois, il faut déjà sortir les pièces ou les produits cette semaine, aujourd'hui, et qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine et comment je fais dans 3 semaines. Donc déjà, cet horizon-là, c'est un horizon qui est assez challengeant pour pas mal d'entreprises aujourd'hui. Donc, comment on adapte ces stocks, ces délais aujourd'hui par rapport aux contraintes d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des compétences rapidement faisables avec les compétences qu'on a ou les machines disponibles dans l'usine ou avec un partenariat proche? Donc là, il y a l'exemple un peu très médiatisé des boîtes de luxe qui font des gels hydroalcooliques. Est-ce qu'il y a du make or buy aussi à faire à court terme? Donc, est-ce qu'il y a des choses que je délestais avant à mes fournisseurs ces fournisseurs sont en jeu défaillant, et est-ce qu'aujourd'hui je peux le faire en interne, par exemple, pour m'enlever ces contraintes-là? Donc, il y a tout un tas d'actions que vous pouvez essayer de mener à court terme si elles sont simples. Et ça se fait sur une donnée qui est surtout le carnet de commandes et le dialogue en boucle courte que vous faites avec vos clients et vos fournisseurs. Ce n'est pas tant une prévision. Les prévisions de vente aujourd'hui vous aideront pas à piloter au day-to-day ce que vous devez faire. Le deuxième horizon, c'est le moyen terme, donc à 6-12 mois, c'est d'essayer de projeter le profil de la demande sur de nouvelles hypothèses, donc qui seront forcément fausses, mais qui permettent déjà de réfléchir et de réfléchir à l'opportunité du rebond. Donc, comment faire évoluer mon mix produit?
quel nouveau produit par rapport au marché, quelle prévision de volume on peut espérer avec des hypothèses et bien clarifier ces hypothèses, et quelle stratégie de production je peux appliquer en fait à cette nouvelle demande ou les nouveaux marchés que j'aimerais adresser. Donc, sur la stratégie de production, la semaine prochaine, Michael vous présentera un webinaire sur l'empreinte industrielle qui parlera spécifiquement de ce sujet-là. En tout cas, cette opportunité du rebond, là, les données, ce n'est pas tant votre carnet de commandes qu'une analyse un peu plus projective de la demande que vous pouvez faire avec vos équipes marketing et commerciales. Et elle gagne énormément à être basée sur ce qu'on appelle, nous, la user research. C'est à savoir que quand vous avez des hypothèses de vente, de produits, de volume, c'est d'aller les tester avec vos clients en mode interview, échange et création d'intimité avec vos clients sur ces sujets-là. Et ça vous permettra aussi de comprendre quels sont les nouveaux problèmes qu'ont vos clients pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez leur proposer demain. Donc, c'est fondamental de ne pas rester sur des projections théoriques et de vous fonder sur des enquêtes très terrain que vous pouvez demander au marketing, au commercial, ou que le directeur industriel ou le directeur d'entreprise peut entreprendre auprès de son réseau. Alors ça, c'est toujours dur de le faire en même temps. C'est à la fois d'être en mode pompier à gauche et à la fois de réfléchir au futur. Et donc, c'est pas mal de dédier une équipe à réfléchir à l'après en même temps que de sécuriser l'activité. Chez un gros constructeur de camions en région lyonnaise, il y a une équipe qui est en train de travailler en mode agile sur qu'est-ce que pourrait être un développement de nouveaux produits pour les 3 ou 6 prochains mois, typiquement. En parallèle de ça, il y a des équipes qui sont très tournées vers le terrain. Voilà, ça permet de ne pas rester que le bec dans l'eau et c'est important de donner cette vision-là. Alors, sur la vulnérabilité des appros maintenant, une fois qu'on a compris l'environnement, il y a 2 types de criticité en fait, qui permettent d'évaluer la vulnérabilité des approvisionnements. La première, c'est est-ce que votre référence est critique? Donc là, on a mis tout, donc ça c'est à gauche, l'arbre qui est à gauche. Et la deuxième, c'est est-ce que vos fournisseurs sont critiques pour ces références-là? Donc on a mis voilà, une vingtaine de critères pour en citer un ou deux. Criticité de la référence, ça peut être, on a une référence qui n'est produite, dont la matière, c'est une matière première qui n'existe qu'en Chine, par exemple. Donc, du coup, on a un accès qui est compliqué. Ça peut être économique parce que c'est une grosse part du prix de revient. Ça peut être un coût qui est très volatile. Ça peut être une pièce qui est critique fonctionnellement dans le produit, ou c'est un réactif qui peut être critique dans le process de fabrication. Si on n'a pas le réactif, on ne peut pas fabriquer. Ça, c'est on ne peut pas tester. C'est le cas dans certains vaccins, par exemple. Ça peut être aussi critique en termes d'environnement et d'image. Sur la criticité des fournisseurs, on peut avoir des fournisseurs qui sont critiques parce qu'ils sont sur des risques financiers, parce qu'ils sont uniques, parce qu'il faut des certifications très, très, très particulières qui rendent très dur le fait de trouver des fournisseurs. On peut avoir des fournisseurs critiques parce qu'ils ne sont pas bons en termes de performance opérationnelle ou parce qu'ils sont sur le chemin critique de livraison. Et puis, ça peut être critique parce que pour des sujets de performance environnementale ou de localisation. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des critères. Donc chaque entreprise pourra piocher dans les critères qui lui semblent le plus pertinents. Et derrière, ça permet de construire ce que nous on appelle la matrice de vulnérabilité des approvisionnements et en fonction de ça, définir une stratégie pour chaque catégorie de référence. Donc là, on a donné un exemple. Donc à gauche, d'abord, il y a la caractérisation des références. Donc utiliser les différents items qu'on a discuté sur la page juste avant et de les scorer entre impact faible ou fort, le fait que le fournisseur soit bon en qualité, bon en délai, etc., que la référence soit critique ou pas. Donc, c'est pour des références données, pouvoir faire l'analyse et de les positionner sur une matrice au milieu où on vient regarder la criticité de la référence d'un côté et la criticité des fournisseurs de l'autre et on vient définir 4 segments. Donc, le plus simple, c'est quand la pièce n'est pas critique et le fournisseur n'est pas critique, c'est $1. Donc, en gros, il n'y a rien à faire. Ça va continuer comme ça et c'est très bien. Il y en a 2 qui sont C2 et C3 qui sont, on peut avoir une référence qui est critique parce que complexe, problèmes de qualité qui sont durs à maîtriser, donc on est plutôt sur les techniques, mais avec des fournisseurs qui sont vraiment très fiables. Donc, ou alors, à l'inverse, pas de criticité de référence, par contre, des fournisseurs qui ne sont pas fiables du tout. Donc, sur du C2 et sur des C3, on a mis des exemples de levier à côté, mais ça peut être travailler sur des stocks de sécurité, travailler sur l'intégration verticale ou du double sourcing, alléger des contraintes techniques pour que ce qui est un faux problème n'en soit plus demain si la référence est critique.
Voilà. Et en fait, le cas forcément le pire, c'est ce qui est à la fois une crise des fournisseurs forte et une crise des références qui sont fortes. Et là, on est dans un cas où on est sur le segment C4, qui est les approvisionnements qui sont critiques. Et probablement, il y a plus de candidats aujourd'hui aux critiques qu'avant la crise. Et c'est là qu'il y a tout un exemple de levier autour de à la fois à la fois travailler sur la crise de la référence et des fournisseurs. Donc alléger les contraintes, substituer des produits par exemple ou des composants qui sont critiques et du coup par des produits ou des composants qui sont moins critiques, renforcer les règles de pilotage avec les fournisseurs, développer la visibilité SNOP, créer des partenariats, prévenir par des stocks si on peut, renforcer tout ce qui est maîtrise de la filière au-delà des sous-traitants en fait. Donc, ça peut être aussi travailler avec des syndicats professionnels, travailler avec des filières, enfin élargir en fait votre réseau et vos sources en fait de fournisseurs par des gens qui peuvent vous mettre en relation ou vous aider à transformer cette filière-là. Intégration verticale, double sourcing, voilà. Et plateforme digitale de distribution par rapport à des distributeurs traditionnels qui pourraient avoir des problématiques. Il y a aujourd'hui des plateformes digitales qui n'avaient pas, par exemple, pendant la crise de 2008, qui permettent de mutualiser et d'avoir une gestion plus dynamique et agile et flexible de la distribution. Je passe rapidement, mais voilà, vous avez des exemples de fiches de performance fournisseurs qui permettent d'alimenter l'analyse de criticité et aide au pilotage des fournisseurs critiques. Donc là, les équipes logistiques, pour préparer cette matrice, peuvent avoir des cartes d'identité. On retrouve la santé financière pour chaque fournisseur, la balance des achats, la qualité, les délais, et puis autant de critères qui vous sont critiques pour vous, pour pouvoir évoluer les fournisseurs, soit actuels, soit nouveaux. Voilà, donc là, vous avez l'architecture des flux qui est, vous savez où vous voulez aller, au moins à court terme. Vous avez votre stratégie d'approvisionnement que vous avez travaillé, vous avez tenté de trouver de nouveaux fournisseurs. Vous commencez, on espère, à être approvisionné, etc. Et là, il y a l'étape qui consiste à vous renforcer en interne sur vos pratiques de planification. Donc, si on représente la petite usine de tout à l'heure, ce qu'on appelle, nous, pratiques de planification, si on étend ça sur le fait de pouvoir livrer à l'heure, il y a 5 pratiques qui sont à travailler. La première, c'est d'adapter son pilotage au type de moyens pour maximiser la productivité. On en a déjà parlé, mais sur des moyens qui sont dominants chez vous. C'est de faire un flux tiré sur ces dominants-là, sur les moyens qui sont potentiellement sous-capacitaires, et de faire un suivi continu, donc de mesurer leur performance et de comprendre les écarts pour maximiser leur TRS ou leur productivité, et de protéger par des pieds de machine pour être sûr qu'il n'y a pas de désamorçage de ces postes-là. Le deuxième point, c'est de réduire les délais, parce que souvent, on voit des pièces qui traînent dans l'atelier sur des postes qui ne sont pas du tout au boulot, parce qu'il n'y a pas de pilotage, justement, de l'encours et ce qu'on appelle la stagnation de l'encours, c'est-à-dire le temps que reste un semi-fini ou un composant dans l'atelier. Donc, c'est se donner ces règles-là sur chaque poste. On accepte que telle pièce, elle reste au maximum 1 heure, 1 jour, 2 jours, 4 jours devant le pied de machine avant de passer à la suivante. Et c'est ce niveau-là qui permet de calculer en fait la stagnation et de s'assurer du coup que quand on lance un OF dans l'atelier, on peut mesurer on peut maîtriser son temps de traversée parce qu'on a géré la capacité, donc il n'y a pas d'attente, surattente au niveau de dominant, et parce qu'on ne l'a pas oublié dans l'atelier, parce qu'on a piloté sa stagnation. Et donc quand on lance, on sait quand il sort. Le troisième, c'est la séquence de planification sur du court terme, selon le carnet de commandes, et progressivement d'essayer d'élargir son horizon, et d'avancer au mieux. En tout cas, le seul point qui aujourd'hui peut vous aider, c'est votre carnet de commandes et les seules petites projections que vous pouvez faire probablement avec vos clients, en interaction forte avec vos clients. Le 4, c'est sécuriser les approvisionnements. On en a parlé juste avant en lançant les bons approvisionnements dans le bon tempo. Et 5, c'est le traitement de l'amende et de la planification en essayant de l'étendre progressivement et revenir des horizons qui sont actionnables pour faire des ajustements qui peuvent être du délestage ou d'adapter des effectifs. Et donc ça, en général, c'est 4 à 13 semaines pour pouvoir essayer de gérer ce genre de choses-là. Donc ça, ce n'est pas des situations que vous pouvez forcément rencontrer tout de suite, mais qui sont des situations qui, quand on commence à revenir à moins d'anormalité, doivent pouvoir se rétablir dès que vous ne pouvez pas. En termes de pilotage, si on prend un pilotage traditionnel des approvisionnements, vous avez en fait la maille heure, semaine et mois.
vous avez la production qui tourne, et vous avez 3 niveaux de pilotage. Il y a un pilotage qui est très heure par heure ou jour par jour par les approvisionnements qui est la chasse aux manquants. Donc, on essaie de dégoulotter, suivre un fournisseur, s'assurer qu'il y a les bonnes pièces qui sont arrivées à l'usine ou qui sont au bon endroit dans l'atelier. À la semaine, vous avez le suivi de la performance de la supply chain, classiquement, donc logistique, achat, qualité, qui sont un peu le trio magique de la supply, qui permet de s'assurer que vous êtes performant sur ces domaines-là. Et au mois, traditionnellement, vous pouvez avoir des techniciens et ingénieurs qui font des audits fournisseurs. Ce mode-là, qui est très bien quand on n'est pas dans le mode actuel, en fait, il gagne à passer en mode beaucoup plus courte. Donc, en temps de crise, c'est adapter son mode de pilotage pour que repasser dans un horizon de temps qui soit beaucoup plus quotidien et hebdomadaire, avec un pilotage quotidien des commandes et des appros qui d'habitude se fait la semaine, qui gagne à passer à la journée sur tout ce qui est appro critique et commande critique. Et coordination, et surtout de le structurer, que ce ne soit pas un approvisionneur qui fasse sa chasse aux manquants, mais de structurer ce point-là, et structurer une coordination client et fournisseur beaucoup plus renforcée. Donc là, le but, ce n'est pas de faire de l'audit, c'est et en termes de paiement, de soutien, d'entraide, de visibilité, de renforcer ce dialogue-là avec vos clients et vos fournisseurs. C'est le début, en fait, une des briques de la supply chain tendue, mais de renforcer ce pilotage-là, cette collaboration-là pour vous donner plus de visibilité et plus de sécurité. Et ça, on voit beaucoup d'industriels, en tout cas de patrons industriels, dans des PME ou dans des ETI notamment, qui s'impliquent dans ces boucles de dialogue-là, alors qu'avant, elles en étaient absentes. Donc, intégrer la direction et les partenaires dans ces boucles-là, c'est aussi un facteur de sécurisation aujourd'hui de votre pilotage. Donc, vous gagnez beaucoup à structurer ces éléments-là. Donc là, je vous ai donné, je regarde le temps, mais je vous ai un exemple de ce qu'on appelle charge CAPA sur 13 semaines pour un plus robuste et partagé d'élection d'ajustement. Ça, c'est en mode plus stable, d'arriver à projeter une charge CAPA sur 3 mois, projeter le retard, l'évolution du retard, et de faire par chambre de charge, vous dire, bah, tiens, telle semaine, on est en sur-CAPA ou en sous-CAPA, et quelle action on prend vis-à-vis des équipes ou de délestage. Donc, il y a un point qu'on gagne à ne pas oublier dans cette période-là, c'est que l'excellence opérationnelle elle peut aider à dégoulotter localement des flux quand il le faut. Donc là, je donne l'exemple donc c'était avant le corona, mais c'est une PME dans la plasturgie qui était en crise logistique avec énormément de retard et une trentaine de presses et des presses qui avaient jusqu'à 20% de non-qualité, des TRS de 70% pour 85% d'objectifs. Quand il y avait 30 presses et qu'il n'y avait pas de charge CAPA, personne ne savait forcément d'où venait le retard, ou chacun avait une vision différente d'où provenait le retard. Donc, le fait de travailler sur les pratiques logistiques, ça a permis d'identifier sur les 30 presses lesquelles étaient vraiment goulot, de faire du rééquilibrage de charge capacité. Ça, c'est le premier point. Donc, ça a permis de rattraper une partie du retard, mais on se rendait compte que ce n'était pas suffisant. Et le deuxième levier, ça a été de travailler sur la productivité des presses, des 3 ou 4 presses qui étaient goulot. Donc là, on a travaillé sur des standards de réglage ou de démarrage, et on a travaillé sur des QRQC pour réduire la non-qualité. Donc, on a réussi à augmenter de 15 points la productivité des presses boulot et de réduire la non-qualité par 4. Et pourquoi ils n'ont pas réussi avant, c'est que les témoignages, c'est que c'était le feu tout le temps. J'avais 30 presses, je savais pas, je sais que j'ai de la non-qualité de partout, j'avais des idées de solutions, mais je ne focusais pas mon énergie sur les presses qui étaient vraiment boulot. Donc ça, c'est un point qui a aidé. Et 2, c'est le travail collectif avec des rituels collectifs et en boucle courte pour faire de la résolution de problèmes sur des sujets qui sont très fortement priorisés. Donc voilà, l'excellence opérationnelle sur des machines goulot pour dégoulotter, ça peut être aussi un facteur qui peut vous aider sur certains cas. Voilà, enfin, le troisième point, c'est comment s'engager vers une supply chain étendue. En fait, nous, on voit 3 étapes à passer, et on pense qu'une des solutions déjà à court terme pour passer la crise, c'est déjà de commencer sur la supply chain étendue, mais avec un horizon qui est très compliqué et très court, une demande qui est très instable. Mais pour s'en sortir, c'est un travail où le collectif a été très développé avec les clients et les fournisseurs. Donc, ce qui est travaillé dans l'étape 1 et 2, l'idée, c'est comment on peut mettre la cale derrière pour que quand on revient dans un mode plus stabilisé,
on peut transformer l'essai sur les différentes relations qui ont été construites dans la phase de crise. Donc, les 3 étapes, c'est constitution de la grappe par le donneur d'ordre, donc avec quel fournisseur clé, avec quel dirigeant, quel client on veut constituer cet écosystème-là, bien évaluer la maturité, la vision, les valeurs et le mode de fonctionnement que chacun serait prêt à faire. Le 2, c'est de construire les pratiques logistiques communes, et ça peut tourner autour du taux de service, le pilotage d'une charge CAPA avec une vision qui peut être partagée de la charge capacité de l'ensemble des moyens entre plusieurs entreprises. Mais ça peut aussi être sur la qualité, et ça peut aussi être sur du développement produit ou du co-développement de produits, où on peut beaucoup trouver de la résilience et de la force en travaillant en plusieurs. Une fois que ces pratiques-là sont calées, en fait, actées, et une vision est bâtie là-dessus, après, il faut passer dans un mode de mise en œuvre et de pilotage de cette supply chain. Et donc, les routines qui auront été vécues aujourd'hui plutôt dans un mode sécurisation, gestion de crise, avec vos clients et vos fournisseurs, peuvent demain évoluer dans des fréquences moins fortes, peut-être ce qui passait au jour passe à la semaine, ce qui passe à la semaine passe au mois, mais de maintenir ce niveau d'intimité et de travail en collaboration forte avec votre écosystème, et c'est ça qui développera la résilience de demain, parce que vous anticiperez beaucoup mieux demain ce type de situation-là, si cet écosystème perdure. Donc, on aura 2 webinaires, un sur le TechOps, donc comment le digital peut aider à passer la crise, notamment sur ces pratiques de cette supply chain étendue, et un autre webinaire également sur l'agilité des développements, parce que si aujourd'hui vous avez un time to market de 6 mois ou d'1 an, vous risquez de tomber à côté vu l'instabilité aujourd'hui des marchés. Voilà, je vais terminer par... on a réfléchi en fait avec l'équipe OPO à 5 facteurs clés de succès dans cette période-là. Le premier, on en a parlé, c'est réussir à garder du temps pour sortir du monde pompier et penser à l'après. Donc, ça peut être par rapport à la compréhension de la demande, interagir avec un maximum de clients potentiels ou de fournisseurs pour comprendre qu'est-ce qui va changer et comment anticiper les changements. Le deuxième, c'est prendre garde à l'effet bullwhip, c'est l'effet coup de fouet, à savoir que quand il y a une grosse incertitude sur la demande, il y a une tendance de proche en proche à constituer des stocks de plus en plus importants, mais qui à un moment sont complètement décorrélés de la demande. Donc, le risque, c'est de surproduire de proche en proche et de vous retrouver en fait avec un gouffre derrière parce que vous ne pourrez pas sortir vos produits. Donc ça, c'est un des leviers, c'est aussi beaucoup dans la connexion avec vos clients, vos fournisseurs, pour éviter par incompréhension ou par incertitude de suramplifier l'incertitude sur la demande. Le deuxième, c'est passer son pilotage en boucle courte. Donc ça, on en a parlé, mais c'est essentiel d'avoir un pilotage qui soit très collectif. On avait des exemples d'industriels qui, par exemple, sur les conditions sanitaires, étaient passés en mode boucle courte avec l'infirmier ou l'infirmière de l'usine, par exemple. Mais c'est aussi le faire avec les approvisionnements, c'est le faire avec la production, avec les clients et avec les fournisseurs pour savoir réagir à une situation qui est très instable aujourd'hui. Le quatrième, c'est segmenter les fournisseurs, on l'a vu, en fonction de la criticité des approvisionnements, et surtout concentrer l'effort collectivement sur les enjeux sur les sujets à fort enjeu. En fait, c'est très important d'être assez clair sur le top 5, top 6 ou top 7 des problèmes que vous avez, de le partager avec l'ensemble de vos équipes pour éviter de traiter trop de sujets à la fois avec des sujets peut-être moins importants et sur lesquels vous perdez de l'énergie. Et du coup, vous aurez moins d'impact sur les prochaines semaines avec vos équipes. Donc, la segmentation des fournisseurs là-dessus est de bien comprendre quelles sont vos principales vulnérabilités et de concentrer une très forte énergie là-dessus vous aidera demain à respirer peut-être un peu mieux. Enfin, le dernier, on en a beaucoup parlé, mais c'est créer de la solidarité, de la collaboration avec ses clients et de l'entraide avec ses fournisseurs. Je pense que ce qu'on voit et ce qui ressort, c'est que les entreprises qui arrivent à sortir un peu la tête de l'eau, c'est celles qui arrivent à créer ces modes de collaboration-là, parce qu'elles trouvent des solutions qu'elles ne trouveraient pas en temps normal, en étant plus dans des modes classiques et dans des états d'esprit classiques de fonctionnement. Voilà, après,
on n'a pas prétention à avoir toutes les solutions. Ce qu'on a essayé de faire, c'est par rapport à l'expérience qu'on a, nous, des crises logistiques qu'on voit ou qui sont enfin, hors corona, et puis de la situation très exceptionnelle qu'on a et des témoignages qu'on essaie de récupérer auprès d'industriels, c'est un peu un ensemble de bonnes pratiques à date qu'on a pu relever et qu'on espère pourront vous aider. Merci Grégory. Je passe aux questions, du coup. Ouais. On a eu quelques questions pendant ceux qui en ont posé. 3 grands types de questions, des questions sur la partie sanitaire, des questions sur justement la solidarité que tu viens d'évoquer, le lien entre les entreprises, et puis des questions sur comment continuer à piloter dans cette période sur le court terme et le moyen terme. Alors peut-être quelques réponses, et puis Grégory, n'hésite pas à compléter. Ouais. La question précise, une question de Galem sur comment sécuriser la non-contamination des encours sur les lignes où on doit toucher le produit, comme dans par exemple la maroquinerie de luxe ou une des réponses que j'ai proposées, c'est que en fait, un des principes qui reste valable du Lean, c'est ce qu'on appelle le J2K ou bon du premier coup. En gros, c'est de se dire qu'on ne va pas transmettre un produit à l'étape suivante s'il n'est pas mauvais. Donc ça, c'est le J2K. Dans le cas du virus, c'est de se dire qu'à chaque étape du flux, eh ben, on réfléchit à comment ne pas contaminer l'étape d'après. Donc ça veut dire quand je reçois la matière, la laisser dormir un temps lié à cette matière-là, ça peut être 24 heures, 48 heures dans le magasin. Et puis après, à chaque étape, d'avoir bien des verrous avant de passer à l'étape d'après, je me suis assuré que tout le monde avait des gants, que je stocke à nouveau cette matière dans un endroit où elle ne risque pas d'être contaminée, etc. Donc, c'est de reprendre le flux de bout en bout en ayant cette approche un peu systématique. Une question aussi deux questions sur la solidarité. Il y a une question sur est-ce que c'est plus les PME, les ETI, les groupes qui vont être touchés. Là-dessus, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a interviewé une cinquantaine de dirigeants en préparant ces webinaires. Il n'y a pas forcément de grosse différence, évidemment, dans l'état actuel des choses. Tout le monde est touché de la même manière. En revanche, ce qu'on voit, c'est ce que disait Grégory, c'est que les filières ou les entreprises qui arrivent à trouver quelques leviers à l'heure actuelle, c'est vraiment celle où il y a de la solidarité, à la fois sur les modes de paiement, c'est-à-dire d'accepter de payer ses fournisseurs et d'attendre des donneurs d'ordre aussi qui aient le même mode de raisonnement, mais aussi des collaborations plus innovantes, comme par exemple, on a une entreprise qui nous a dit on a écrit en commun avec d'autres fournisseurs au pouvoir public espagnol pour expliquer qu'un des fournisseurs ne devait pas être arrêté. Enfin, les pouvoirs publics voulaient arrêter cette entreprise parce que cette entreprise était un fournisseur important de notre réseau qui lui-même sert l'industrie pharmaceutique française. Et donc, c'est de réfléchir comme ça à comment est-ce qu'ensemble, on peut aussi mieux communiquer vers les pouvoirs publics, soit vers les syndicats pro, vers les filiales, via tout ce qui existe déjà, soit aussi tout simplement en s'organisant par des coups de fil entre patrons pour voir comment est-ce qu'on peut réagir ensemble sur la filière. Une question, il y a eu 2-3 questions, Grégory, sur court terme, moyen terme. Est-ce qu'on peut continuer à piloter de la même manière et à planifier de la même manière auquel tu as déjà commencé à répondre sur les rituels? Je ne sais pas si tu peux compléter ça sur la partie planif et pilotage. Non, de toute façon, effectivement, c'est très compliqué de planifier. Aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a déjà votre carnet de commandes qui est votre premier outil. Et derrière, je pense que c'est une donnée qu'il faut aller chercher à court terme pour essayer d'anticiper au maximum. Et à côté de ça, c'est de renforcer une flexibilité autant que possible auprès des équipes pour pouvoir réagir un peu parfois au dernier moment, quoi. Et du coup, ça demande, c'est ce qu'on disait sur le pilotage, d'avoir des rituels qui sont structurés avec les équipes, où la direction va beaucoup plus redescendre plus bas en fait avec les équipes pour prendre l'information au plus près, éviter qu'il y ait trop de boucles longues de décision, et en même temps de prendre aussi des boucles de décision ou d'informations beaucoup plus courtes avec vos clients. Donc c'est raccourcir ces boucles-là et pour essayer de se donner plus de visibilité. Ok, ensuite on Michael, je ne sais pas si tu vois d'autres leviers, mais… Non, c'est pas d'autres leviers de mon côté. 2 questions complémentaires aussi sur les approches. Une question de Robin qui me demande est-ce que ces étapes sont les mêmes si la rupture vient des fournisseurs ou si c'est plus un problème de sous-capacité. On voit par exemple que dans l'agro et la pharma aujourd'hui, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont plutôt pas assez de monde pour produire avec une demande qui n'a pas baissé, voire qui a augmenté. Une des formes de réponse que je proposais, c'est que la méthode reste la même. En revanche, c'est clair que les leviers ne sont pas les mêmes. Quand on a vraiment un problème d'appro en tant que tel, on est vraiment sur le sujet qu'on vient de discuter. Quand c'est un problème qui concerne plus l'outil industriel parce qu'on n'a pas assez de monde sur les lignes par rapport à ce qu'on doit produire, on a eu des formes d'innovation aussi qui nous ont été transmises. Par exemple, dans l'agro,
une des clés, c'est de revoir son mix, de réduire la longueur en fait de la gamme. Hein. Donc par exemple, des gens comme le sucru font qu'un type de pâte maintenant. Et pareil, on a des clients dans le fromage qui se concentrent sur les bestes, en fait, pour réduire du coup la diversité et les temps de changement de série. Et par ailleurs, d'accepter aussi des choses qui n'étaient pas acceptées en temps normal, par exemple sur la qualité, de faire du surpoids éventuellement en systématique, d'accepter le surpoids pour éviter de devoir surcontrôler les produits, de livrer des produits qui sont bons quand même, mais qui coûtent un peu plus cher légèrement à la marge en termes de matière, et qui permet quand même d'assurer le volume au marché. Donc là, c'est des tactiques très provisoires de situation de crise qui sont un peu indépendantes des appros et qui sont vraiment l'optimisation de l'outil industriel dans ces conditions, quoi. Et pour compléter, même si vous êtes plutôt dans un cas de surcharge, derrière, ça peut se répercuter aussi sur les approvisionnements en termes de matière ou de composants, et que de toute façon, c'est l'ensemble du système qu'il faut bien mettre sous contrôle, l'ensemble de l'architecture qu'il faut mettre sous contrôle, et sur la capacité et interne, et sur la capacité fournisseur à livrer plus, même s'ils n'étaient pas en rupture précédemment, quoi. Donc c'est l'ensemble des dimensions à regarder, effectivement, avec des leviers qui vont être très spécifiques selon les cas. Une autre question, Grégory, sur le local versus international. La question, c'est est-ce qu'on voit des différences entre les entreprises qui sont très locales versus celles qui sont mondialisées? Moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, les entreprises qui sont mondialisées dans leur marché sont naturellement un peu plus résilientes parce qu'il y a toujours des poches de marché qui continuent à tourner. En ce moment, c'est un petit peu l'Asie sur certains produits, donc ça permet d'avoir une demande qui ne s'éteint pas complètement, ou celles qui sont sur des projets longs, hein, qui sont engagés et qui ne vont pas s'arrêter, comme des développements, des projets nucléaires ou des grands projets d'ingénierie. En revanche, le fait d'avoir un footprint plus local, ce qu'on constate, c'est que cette solidarité qui était évoquée par Grégory, elle se fait de manière plus naturelle. J'avais hier encore au téléphone un dirigeant qui me disait « J'essaye de mettre en place avec des fournisseurs lointains des solutions où on réfléchit à comment est-ce qu'on priorise ensemble les achats qu'on fait avec nos petits collègues, etc. » C'est pas forcément simple parce que eux, ils sont par définition un marché qui est différent et une culture différente. En revanche, quand on est plus proche, on a plus de facilité pour innover. Par exemple, à réfléchir à comment se passer des ressources, comment aller ensemble, de parler aux donneurs d'ordre, etc. Donc, la proximité, ce qu'on voit là, c'est qu'au-delà des aspects de transport, de barrières douanières et puis des rigidités carrément physiques qu'il peut y avoir, il y a aussi le fait d'être proche tout simplement physiquement qui aide à trouver des solutions communes rapidement en fait dans la situation de crise. Une autre question encore qui vient de Pierre-Marie Gaillot. Salut Pierre-Marie. Sur comment dans une supply chain trouver les acteurs qui risquent de faire exploser toute la filière s'ils disparaissent. Là-dessus, Pierre-Marie, je pense que c'est un des points, c'est que c'est pas propre à la crise. Hein. Il y a des filières qui sont naturellement déjà organisées comme ça, comme l'aéro, et qui ont une surveillance permanente par un grand donneur d'ordre de ces risques-là et qui ont des équipes même dédiées à ça. La difficulté, c'est peut-être sur les filières qui sont plus éclatées et qui sont moins structurées. Comment aider à trouver ces acteurs-là. Et nous, ce qu'on voit aussi là, c'est qu'il y a des acteurs comme la FIM, comme les filières elles-mêmes, enfin les métiers, qui ne sont pas forcément liés à des produits, mais à des métiers, donc la mécanique en l'occurrence, qui commencent à prendre aussi un peu ce rôle de faire un peu un screening, de voir comment elles peuvent aider les boîtes de leur syndicat et du coup de faire cette identification. Je ne sais pas si Grégory, tu veux compléter. Non, c'est clair. Je pense que les critères la matrice de vulnérabilité doit aider aussi, c'est-à-dire dans les critères que vous établissez pour identifier qu'un fournisseur peut être critique sur une chaîne. C'est ce screening-là ou cette analyse-là qui permet aussi de faire plus vous êtes fin et pertinent dans les critères, plus vous êtes capable plus vous allez bien faire le diagnostic de vos fournisseurs, plus vous êtes capable de connaître bien votre chaîne d'approvisionnement amont et de relever ces points-là, quoi. D'accord. Peut-être on prend une dernière question, parce que là, il est 11h, on va bientôt arrêter. Quel conseil donneriez-vous aux grands donneurs d'ordre sur la santé financière de leurs fournisseurs? Grégory, est-ce que tu as une réaction par rapport à ça? Je ne sais pas si on est capable de donner un conseil. Après, ce qu'on voit, il y a plusieurs fournisseurs qu'on voit notamment qui communiquent dans l'agroalimentaire, mais en tout cas, je pense qu'il y a une responsabilité des gros donneurs d'ordre dans la survie des
des supply chains, notamment quand ils font appel à des PME ou des entreprises qui peuvent être fragiles. Et donc, tout ce qui peut aider les PME à avoir un meilleur, à tenir un BFR et à passer la crise, tout ce que peuvent faire les gros donneurs d'ordre est clé. Donc, à mon sens, il y a cette responsabilité-là aujourd'hui c'est stratégique de maintenir les filières et de les revitaliser ou d'en relocaliser. Et les gros donneurs d'ordre peuvent être vraiment les chefs de file en fait, de cette nouvelle industrie française. Et c'est sûr qu'on devrait pouvoir beaucoup compter sur eux parce qu'ils ont ce pouvoir-là de maintenir en vie et de développer tout un tas d'écosystèmes autour d'eux, plus qu'une PME qui aura beaucoup moins de pouvoir. Ok. Je propose peut-être qu'on en reste là, non, Grégory? À moins que tu aies encore quelques réactions. Non, écoutez, n'hésitez pas après à nous rappeler ou nous contacter au-delà de ce webinaire si vous avez d'autres questions. Merci à tous et à toutes pour votre participation. On est ravis d'engager ces séquences de webinaires d'OPO qui sont un format un peu innovant pour nous, donc mais très intéressant. Le prochain webinaire, ce sera la semaine prochaine avec Michael autour de la stratégie industrielle, donc même heure, même format. Et on vous espère encore nombreux et nombreuses pour la prochaine session. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.